Non. Bon, bonsoir tout le monde, bienvenue. On est ravis de vous recevoir au cinéma. En fait, c'est Philippe qui vous reçoit chez nous, pour être très précis, parce que c'est Philippe qui organise tout. Il va vous présenter de façon beaucoup plus professionnelle que moi l'artiste et son œuvre. Donc Stéphane, que j'ai connu il n'y a pas longtemps, il m'a expliqué. Alors moi qui ne comprends rien à l'art, j'ai compris. Donc je pense que vous allez comprendre aussi. Donc je laisse Philippe vous présenter la suite des événements. Oui, il faut que je parle fort parce que en fait vous êtes enregistré et faites attention. Merci Jocelyne. Elle est où Jocelyne? Elle est là. Jocelyne, merci Claude de me recevoir dans ce bel écrin. J'aime beaucoup cette maison, j'aime beaucoup mes amis que je connais depuis longue date, donc merci d'avoir accepté. Merci à tous d'être venus nombreux. Je connais quasiment tout le monde, donc ça me fait vraiment très plaisir. Merci Sébastien qui m'aide depuis le début. Je vais vous raconter la petite anecdote après dans ce projet avec notre ami artiste. Ce soir il est artiste et j'expliquerai pourquoi un petit peu. Stéphane Zagdanski. Alors Sébastien, tu te souviens la première fois que tu m'as appelé pour me parler de... Pour la petite anecdote, j'ai connu Stéphane il y a exactement 1 an, 13 mois, exactement, j'ai vérifié ton premier mail. Donc Sébastien m'appelle et il me demande comment je pourrais aider son cousin artiste à faire connaître sa nouvelle série. Alors, moi, j'avais jamais entendu son nom, pardon encore, hein. Et je dois avouer que j'étais un peu circonspect à l'idée de... parce qu'on me demande régulièrement, quasiment plusieurs fois par semaine, de recevoir tel ou tel artiste pour essayer de voir comment il peut être exposé, montré, etc. Sébastien, je ne peux pas lui refuser, j'accepte, on fait un Zoom, tous les 3, je m'en souviens encore comme si c'était aujourd'hui, et au fur et à mesure que Stéphane me décrit son projet, je dois avouer que je buvais ses paroles. Tu te souviens, Sébastien, c'était vraiment incroyable. J'accepte son concept. En fait, je me rendais compte au fur et à mesure qu'il me racontait ce qu'il voulait faire et ce qu'il a fait par le passé, que son concept artistique était très proche de mes centres d'intérêt. Et nous sommes rentrés dans, tu te souviens peut-être aussi, dans une discussion assez passionnée sur l'image et sa relation au texte, et bien sûr aussi le portrait, puisqu'on va parler aujourd'hui de portrait. Et le portrait, c'est toujours très cher aux artistes, même contemporains. J'ai tout de suite compris que cette nouvelle série dont on va parler ce soir allait être très importante. Je racontais hier, où est Nathalie Nagar? Nathalie Nagar, je prenais un petit café avec elle par hasard, que j'étais de nature curieuse. Tu te rappelles de précautions que je n'ai pas prises cette fois-ci? Parce que lorsque j'ai fini ma conversation avec Stéphane, je me suis précipité sur Google, j'ai mis Stéphane Zagdanski, et je lis ceci sur Wikipédia, je vais vous le dire mot pour mot. Stéphane Zagdanski est un romancier, essayiste et artiste français, né à Paris le 28 avril 1863. En 1800. C'est pour Gilgoul. Vous allez comprendre la suite, c'est la Bourra qui fait son effet. Gilgoul de celui de 1863. Voilà, et lui parle de moi je parle de Bourra, lui de Gilgoul, parce que vous avez compris, il est issu d'une famille juive ashkénaze. Pardon, ça arrive. C'est pas féminin. Dont les grands-parents ont émigré de Pologne au début du XXe siècle, à 20 ans, en même temps qu'il poursuit des études de philosophie à la Sorbonne. La lecture d'Emmanuel Lévinas l'introduit au Talmud et à la pensée juive. À 23 ans, il passe une maîtrise de philosophie intitulée « Les voies de la loi », inspirée par l'œuvre d'Emmanuel Lévinas. Sitôt sa maîtrise obtenue, il se consacre à l'écriture en différents genres et par la suite à d'autres formes d'expression artistique.
Lorsque j'ai commencé à raconter mon portrait d'âme, dont on va parler un peu plus tout à l'heure, et envoyer l'invitation, là, il y a quelques semaines à tout le monde, certains amis, il y en a un qui va se reconnaître, c'est Daniel par exemple, mais d'autres me disent mais c'est Stéphane Zaddanski, l'écrivain. Et là je dis, mince, je suis passé quand même à côté d'un truc. Alors, je ne suis pas littéraire, désolé, ça arrive, hein, mais d'autres parmi nous ici connaissent l'œuvre écrite de Stéphane, bien sûr, mais aujourd'hui on va essayer de vous faire découvrir son œuvre artistique. Stéphane Zaddanski est donc, comme vous l'avez compris, connu comme écrivain, auteur de plusieurs romans et essais parus chez, pas des moindres, Gallimard, Fayard, Le Seuil. Il s'intéresse depuis toujours au rapport entre le texte et l'image. À partir de 2014, il déplace sa réflexion dans l'univers des arts plastiques avec une série connue qui s'appelle Rare, immense roman graphique, calligraphie à la main, en 100 œuvres, dessins, peintures, sculptures, photos, vidéos. Tu en as amené La vidéo, on lui a interdit de montrer la vidéo, on vous expliquera pourquoi. Elle n'est pas signée. Elle n'est pas signée, ouais. Voilà, c'est ça. Et il expose cette série en septembre 2016 à la galerie Éric Dupont à Paris. À Paris, non, Éric Dupont. Dans Art Press en 2016, certains connaissent bien ce journal parmi nous, la journaliste Dominique Baquet dit de lui: Zaddanski interroge le rapport entre texte et image. À partir de quand la lettre fait-elle image? La graphie devient dessin. On pense au calligramme d'Apollinaire. À jamais un coup de dé n'abolira le hasard de Mallarmé, mais aussi et plus lointainement, et parmi nous il y a certains amateurs, à l'artiste américain Cy Twombly. À partir de 2017, Stéphane inaugure ses calligraphies abstraites où le texte n'est plus discernable. 12 nouvelles de lui calligraphiées à la main sont exposées en janvier 2018 à la galerie Modernisme à San Francisco. C'est la galerie qui soutient le projet dont on va parler aujourd'hui, des portraits d'âme. Le journal des arts résume son travail comme ça. Son art questionne le voir, l'écrire, le lire et l'illisible. Ses œuvres sont ainsi constituées de textes structurés, écrits à la main, dont le sens se dissimule au cœur de leur graphie même. Alors, je vais profiter de la venue, donc Stéphane vit à Paris. Non, pas à Rouen. Il a son atelier à Rouen, il est souvent à Paris, et donc je vais lui poser quelques questions pour qu'on comprenne un petit peu mieux son travail. Mais avant ça, je te vois tellement heureux de débarquer en Israël. Pardon, mais je l'ai vu, il n'a pas l'air comme ça très sérieux, mais il était hyper excité ces derniers jours à ranger ses trucs, à voir ce qu'il allait faire, à prendre ses rendez-vous. Et je sais que, je ne sais pas si tu as voyagé depuis le 7 octobre ou pas, en Israël. Ah non, en Israël. Non, donc il faut dire qu'il n'est pas venu depuis le début de la guerre chez nous. Et tu as été marqué comme nous par le massacre du 7 octobre, la guerre, l'antisémitisme. Et j'ai découvert qu'il a publié récemment une 3e édition revue et augmentée d'un ouvrage très connu, qu'il a en partie fait connaître, qui s'appelle « Sur l'antisémitisme ». De l'antisémitisme, pardon. Et il vient de réaliser un tableau dont il pourra vous parler, qui est là, sur le 7 octobre, et qui sera aussi exposé à la Biennale de Jérusalem en mai 2026. Merci. Voilà. Et j'aimerais déjà que tu nous racontes ta première journée. Je te cite, il fait un post Instagram dans l'avion. J'arrive sur la terre des Juifs. Le pays des Juifs. Non, la terre des Juifs, hein, j'ai repris tel quel. D'accord. Et tes impressions d'écrivain et d'artiste sur ce tsunami de haine qui s'est déversé sur la planète depuis le 7 octobre. On va démarrer avec ça. Merci Philippe. Écoutez, merci à vous tous. Je voudrais d'abord remercier moi aussi Claude Bismuth. On se connaît depuis quelques temps, c'est-à-dire il y a une heure qu'on a fait connaissance. Et Jocelyne. Mais ça a marché tout de suite. Je ne sais pas où est Jocelyne, qui est pareil. Alors, tout à l'heure j'ai tutoyé, mais elle m'a revouvoyé, alors je vous revouvoie.
On se tutoie. Il n'y a pas de mouvement. Merci beaucoup de votre accueil, vraiment c'est magnifique et c'est très, très touchant. Merci Philippe d'avoir organisé cette soirée et Sébastien Adjiban aussi qui ont tout organisé parce que moi j'étais à Paris et que moi j'ai fait que créer les tableaux, c'est le minimum. Et merci à vous tous vraiment de votre présence, ça me fait très plaisir et ça me fait d'autant plus plaisir que c'est pas depuis le 7 octobre que j'étais pas revenu en Israël, ça fait 44 ans que j'étais pas revenu en Israël. 44 ans. Je suis venu après mon bac, j'ai 62 ans, vous voyez, donc je suis arrivé à 18 ans, très sioniste, même ma mère qui pleurait, mon père qui pleurait, je veux aller vivre en Israël, ça. J'arrive, je fais une mechina, c'est-à-dire un programme pour vous connaissez tout ça ici, pour les Olim Hadashim, et au bout de 6 mois, je me fais plein d'amis que j'ai encore, des amis que j'ai revus aussi, de New York, donc des amis que j'ai gardés, c'est les seuls amis que j'ai gardés aussi longtemps d'ailleurs, que je revois de temps en temps. Et au bout de 6 mois, je voulais commencer les études de philo. Et à l'époque, figurez-vous, ce n'était pas l'Israël d'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'avais personne avec qui parlait en français. J'avais passé mon bac, j'avais eu des cours qui m'avaient enthousiasmé sur Bergson, il n'y avait personne avec qui parlait de Bergson. À l'époque, Bernard-Henri Lévy était une vedette extraordinaire, j'avais personne avec qui parlait de tout ça, je m'ennuyais à mourir. L'hébreu, j'étais dans la rue, j'avais fait l'Ulpan, donc je commençais à apprendre l'hébreu. J'avais l'impression d'avoir 5 ans d'âge mental quand je devais demander. Je me souviens, à une époque, j'étais allé dans un supermarché, c'était en 81, et je m'étais fait engueuler par une caissière parce que je ne sais pas faire la toi. Et dans ma tête, je me dis, je ne l'ai pas dit, mais je me dis, tu veux qu'on continue en français la conversation? En français, je faisais mon malin, Chitenich et tout ça. J'étais un gamin de 18 ans, oui, passionné par la vie. Et au bout de 6 mois, j'ai parti, je suis reparti dans ma famille, il y avait mes grands frères qui m'attendaient, tout ça. Et donc, si j'étais resté en Israël, aujourd'hui je serais en Israël depuis je ne serais plus qui je suis. Je serais le Gilgoul au corps d'un autre, mais je ne serais pas devenu écrivain. Je n'aurais pas connu mon épouse qui est centrafricaine, que j'ai connue à Paris. Je n'aurais pas ma fille Abigail de 16 ans que j'adore. Donc je serais un autre et tout ça n'existerait pas. C'est comme dans le battement d'aile du papillon, le film. Là. Donc voilà, donc je ne peux pas dire que je regrette d'être revenu. Et pourquoi je ne suis pas revenu depuis 44 ans? Ce n'est pas lié à Israël, c'est que j'ai très peu voyagé dans ma vie. J'ai dû aller à New York une fois. Aux États-Unis 2 fois dans ma vie, voilà. À Venise une fois, j'ai 62 ans, vous voyez, donc j'ai très très peu voyagé. Pourquoi? Parce que voilà, la réponse est dans la question. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas se dédier à l'écriture. Alors pour répondre à ta question... La deuxième partie de la question, elle m'intéresse aussi beaucoup. Alors tu m'as demandé le 7 octobre. Alors, oui, en fait, comment en tant qu'écrivain, artiste, en tant qu'intellectuel juif, déjà, où toute ton œuvre est traversée par un judaïsme très fort, comment tu réagis depuis le 7 octobre par rapport à tout ce qui se passe? Je dois vous dire, pour être très honnête, que avant le 7 octobre, et même à l'époque, avant même les premiers attentats à Paris, parce que c'était à Paris de 1995, je crois, 96, les tout premiers attentats, quand ça a commencé à chauffer un peu. Alors, moi j'ai connu, je suis assez vieux, donc j'ai connu Copernic. Copernic, c'était le premier attentat depuis l'occupation. Vous vous souvenez, Copernic, c'était en 1980, c'est ça? J'avais 17 ans. À l'époque, c'était sporadique. Voilà. Moi, il se trouve que je suis ashkénaze, comme il a dit, et mes parents ont connu la Shoah. Le tableau que j'ai amené, qui a précédé celui de Philippe, un de ceux qui a précédé celui de Philippe, c'est celui de mon père, je raconte la vie de mon père, dedans il y a toute la Shoah dans le tableau. Comme là, il y a toute la vie de Philippe, là-bas il y a toute la Shoah. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, je suis d'après la catastrophe. Je suis habité par la catastrophe depuis mon plus jeune âge. J'ai vu bon, tous les Ashkénazes connaissent ça. Bon, les séfarades ont un autre traumatisme, il en a beaucoup parlé aussi dans son tableau. Ruth Agiage, qui est là, qui vient de Tunisie, m'a parlé aussi du traumatisme des Juifs de Tunisie. Donc on a tous, le peuple juif, on a tous un traumatisme familial fondateur, si je veux dire, une faille fondatrice en nous. Moi, j'ai parlé de traumatisme. Oui, non, tu n'en as pas parlé, parce que c'est très pudique, mais il est quelque part par là. Ouais. On le sent dans ta manière d'être. Donc voilà, bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire des Juifs. Pourquoi, pour vous dire ça? Pour vous dire que j'ai toujours été très pessimiste, et que quand j'ai écrit ce livre sur de l'antisémitisme, j'ai beaucoup parlé, j'avais lu Paul comme ça, c'est un essai, c'était une réflexion sur l'antisémitisme, et sur le sens et l'essence même de l'antisémitisme. La première version, je ne parle pas de ma réédition 2024. Il y avait à l'époque, donc c'était, il est paru en 1993, 14, c'est ça 15. Je m'en avais laissé ça parce qu'on se connaît depuis 30 ans et qu'on connaît mieux ma bibliographie. 95. Et à l'époque, donc c'était les premiers attentats, ou les tout premiers attentats à Paris, premiers attentats islamistes, sont venus après l'apparition de ce livre. Et donc il y a 4 pages sur l'islam.
Je parle beaucoup du christianisme, de l'antisémitisme chrétien, etc. C'est pas un livre d'histoire, hein, c'est un livre de réflexion et de pensée, de méditation. Évidemment, la réédition que j'ai faite en 2024, où j'ai rajouté 300 pages, parce que depuis ces dernières années, j'ai fait un séminaire sur l'antisémitisme, etc. J'ai rajouté 400 pages, il y a 200 pages sur l'islam. C'est-à-dire le problème fondateur de la manière dont l'islam est structuré par le massacre vis-à-vis des juifs. Pourquoi, comment, Mahomet, etc. Des choses qui remontent très loin. Exactement comme dans le christianisme, il y a un rapport à la mort, si vous voulez, qui d'emblée, dans la manière dont dans le christianisme on érige la mort en déité quasiment, ne peut que s'opposer à la pulsion de vie du judaïsme et de la pensée juive, depuis toujours. Bon, c'est très simple à comprendre. Une fois, je m'engueulais avec des copains écrivains, philosophes, catholiques et tout ça. Je dis, écoute, c'est très simple, la différence, ça te comprend très vite. Quand tu vas dans une synagogue, tu vois les gens, qu'est-ce qu'ils adorent? Un texte. Et vous, quand vous entrez dans une église, qu'est-ce que vous adorez? Un cadavre. Donc, voilà, tu vois, parce que vous aimez non la vie aussi, la vie. Bon, c'était une boutade, si vous voulez. C'est pour vous dire que j'ai toujours été très pessimiste. Et que le 7 octobre... D'ailleurs, il y a une phrase qui accompagne le tableau sur le 7 octobre, rappelle-la moi. C'est tout ce qui ne traite pas de la destruction et distraction, c'est le titre. Le 7 octobre, bon, je commence par ça, j'avais pas prévu d'en parler tout de suite. Pascal. Ah, pardon. Je dis tout ce qui ne traite pas de la distraction, de la destruction est distraction. Et je l'ai écrit en hébreu aussi, et j'ai écrit... Alors l'histoire du 7 octobre, bon, je commence par ça, c'est que, c'est ce que je racontais à Nathalie tout à l'heure, j'ai écrit en 2021 un roman, qui était mon dernier roman que j'ai pas fini, où je voulais faire un roman très sombre, en 2021. Donc je voulais raconter le naufrage du monde contemporain. Mes romans sont très sombres, mes essais sont très sombres, je suis très pessimiste. C'est pour ça que je disais, je suis d'après la catastrophe, parce que je suis habité par la catastrophe. Vous connaissez la blague, hein, les optimistes ont fini à Auschwitz et les pessimistes à Hollywood. Donc voilà, je suis pessimiste. Et dans ce roman, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire de pire, le roman le plus dystopique imaginable pour moi. J'avais en tête le roman de Philippe Roth, que tout le monde connaît bien, qui s'appelle Le complot contre l'Amérique, où il imagine un président nazi antisémite élu. Puis ça s'arrête au début, ça frémit, le début, pas des persécutions, mais de la vocifération antisémite, et puis bon, ça s'arrête là. Je me suis dit, j'adore Philippe Roth, je suis un grand admirateur de Philippe Roth, mais je me suis dit, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut y faire un roman dont l'horreur soit à la mesure du monde contemporain. C'était avant le 7 octobre. Et bien j'ai imaginé quelque chose, c'était juste après le confinement, etc. Et vous savez qu'en Israël, c'est là que Netanyahou et Pfizer se sont plus entendus pour vacciner tout le monde et tout ça. Et commençaient à sortir les scandales, Pfizer, etc. Donc c'était des débats en France et partout sur est-ce que ça protège, ça protège pas, etc. Mais moi j'ai imaginé comme romancier, le pire, c'est-à-dire que tous les Israéliens se prennent 15 doses de Pfizer, et qu'ils sont en pleine forme, et à la 15e, tout le monde tombe comme des mouches. Tout le monde meurt. Et donc le roman commence par la description du cadavre de Benjamin Netanyahou, tout recroquevillé. Je fais une description très lyrique et très atroce, avec le médecin légiste. Tout ça, c'est en 2023, purement imaginaire. Un peu délirant, imaginaire dans ça. Et les Arabes qui voient ça, et les Arabes sont pas vaccinés, pourquoi? Parce que c'est la réalité, on leur a pas donné beaucoup en Cisjordanie de vaccins parce qu'il n'y en avait plus, ils sont passés après nous. Donc eux, ils sont en pleine forme. Et ils voient tous les soldats tomber dedans, ils envahissent Israël, et je décris le 7 octobre. Avant le 7 octobre, c'était en 2021. Je décris des scènes atroces. Alors pour ma documentation, parce que c'est un roman, mais je me trompe beaucoup, j'avais pris les fameuses scènes en 2000, où il y avait deux soldats qui se sont perdus à Ramallah, vous savez les fameuses scènes avec les mains rouges, là, où ils les ont éviscérés, etc. Donc des scènes horribles, effroyables. Et qui pour un romancier sont du carburant. Je rigolais pas du tout, hein, c'était pas pour. Je voulais imaginer le pire. Parce que ça commence avec Israël, tous les Israéliens sont tués, les juifs religieux, c'est dans le roman, hein, tout ça j'ai commencé à l'écrire. Les juifs religieux qui ne prennent pas le vaccin parce qu'ils étaient contre le vaccin, ils sont en pleine forme, il y a tous les Arabes qui arrivent de Gaza et qui les massacrent. Ne rigolez pas parce que c'est ce qui va arriver le 7 octobre. Donc il y avait un côté pas comique, disons, mais enfin un côté un peu fantaisiste, morbide et fantaisiste. Et puis, tous les Israéliens meurent. Et qu'est-ce qui se passe pour les Juifs du monde? Eh ben, je ne l'avais pas encore écrit, j'en ai écrit 100 pages, et puis après je l'ai mis dans un tiroir. Les Juifs du monde, eh ben, ils vont disparaître, parce que les Juifs du monde sont liés à Israël. Si Israël est détruit, s'il n'y a plus d'Israéliens dans le monde, les Juifs ne peuvent plus se défendre contre rien. C'est un petit peu le cas de ce qu'on est en train de... Enfin, plus maintenant, heureusement, mais... Enfin, bref, j'imagine tout ça, de manière très...
Et puis je le range au bout de 200 pages, c'est comme ça, mais parfois on part sur une piste, et puis je commence autre chose, etc. Et arrive le 7 octobre. Et j'avais mis comme exergue dans ce roman un verset du livre de Job qui dit « Ce que je craignais ou ce qui me terrorisait, c'est cela qui m'est arrivé ». Au sens, vous savez, ce qu'on appelle en psychanalyse une prophétie réalisatrice. Ce que je craignais le plus, c'est cela qui m'est arrivé. Et je vous jure, j'en ai des frissons quand je dis, c'est quand j'ai vu le 7 octobre, cette phrase m'est revenue de ce verset de Job que j'avais mis en exergue au début de mon roman, et je me suis dit, mais c'est peut-être toi qui as déclenché tout ça. De l'avoir imaginé, vous savez dans la pensée juive, c'est quelque chose d'important, c'est qu'on ne doit jamais dire quelque chose de négatif à voix haute, parce que, genre, faut dire que des bonnes choses. Les Neider, on dit en yiddish, vous savez, c'est-à-dire que le mauvais œil, etc., donc les parents, tout le monde est très superstitieux. On ne doit jamais dire quelque chose de négatif qui pourrait vous arriver dans le futur, parce qu'il y a l'adversaire, comme on l'appelle, qui s'en saisit, et qui vous fait arriver, ça tient votre destin. Donc, c'est pour ça que les Juifs sont toujours du côté de l'optimisme, d'une certaine manière, donc jamais dire des choses. Jamais, je ne préfère même pas dire, je suis devenu superstitieux, comme ma mère, donc je préfère même pas dire. Vous avez compris l'idée. Donc, l'idée, c'est que je me suis dit, j'ai peut-être déclenché quelque chose. C'est une sorte de folie. Évidemment, c'est pas moi qui l'ai déclenché. Mais j'ai vu arriver le 7 octobre comme quelque chose qui se concrétisait, si vous voulez, d'une atrocité fantasmatique que seul un écrivain avait pu imaginer. Et je me suis dit, personne ne va me croire. J'avais mon texte, mais bon, j'ai pas de preuve que je l'ai écrit le 2021, bon, sauf si on regarde sur mon ordinateur. Et donc j'ai décidé de reprendre ce livre, que j'ai appelé La Fin. Je suis en train de le reprendre, et je publie chaque chapitre dès que j'ai fini sur Internet, tout ça, donc je le rends public et tout ça. Et je raconte ce que je suis en train de vous raconter, qui est la préface du livre, du roman, comment il m'est venu ce roman. Je l'ai raconté en un texte de 10 pages. Ce texte est le tableau que j'ai écrit ici. Ce texte écrit mon rapport au 7 octobre en tant que romancier. C'est le tableau que je vais vous montrer tout à l'heure. Et comme Vanessa m'a demandé pour la biennale, elle m'a dit il serait bien, les Israéliens, que vous écriviez un peu d'hébreu. Je n'avais pas refait de l'hébreu. Vous savez, j'étais un débutant quand j'avais 18 ans, parce que j'étais vieux. Donc j'ai dû revoir comment on fait les cursives. J'ai pas mal étudié la Torah et la Gemara, tout ça, mais c'est imprimé. Donc, et puis c'est de la lecture, c'est pas de l'écriture. Donc j'ai fait traduire mon texte grâce à Claude, l'intelligence artificielle, dont j'ai parlé un peu plus là, que j'aime pas beaucoup parce que l'intelligence artificielle c'est compliqué, mais là il m'a aidé, il l'a traduit en un très bon hébreu, et je l'ai écrit à la main, en doré, c'est mon rapport au 7 octobre. Alors il y a pas mal de... C'est une grande digression, on est là pour parler du tableau de Philippe. Voilà, mais juste, tu as raison, alors c'est vrai que c'était un peu long, mais il m'a semblé vraiment important, moi-même ne connaissant pas son œuvre littéraire, de pouvoir au moins vous en parler, et on va tout de suite parler de son œuvre artistique. Et lors de nos différents entretiens, surtout au début, je te cite, tu m'as dit exactement « Il serait souhaitable que l'univers saturé d'images laissa sa place au royaume impalpable des mots. » J'aimerais que tu nous en dises plus sur ces sujets qui traversent ton travail littéraire, on le sait, mais aussi artistique et depuis longtemps. Alors ça, vraiment, c'est le cœur du sujet, si vous voulez. Le mieux, c'est de commencer par l'ordre chronologique inversé, c'est-à-dire parler du tableau de Philippe. On a essayé de le mettre vertical tout à l'heure, il n'a pas tenu, donc vous l'avez là, mais il a une belle lumière, donc c'est pas grave. Ce tableau que vous voyez là, qui est une calligraphie, au sens banal du terme, c'est un pur texte. C'est la vie de Philippe, telle qu'il me l'a raconté, pendant de longues heures d'entretien de Tel Aviv à d'Ercia à Paris, puisqu'on a fait ça par WhatsApp, vidéo, etc., que j'ai tout enregistré en plusieurs journées, toute sa vie, depuis sa naissance au Maroc, ses grands-parents, etc. Le texte, tout ce qu'il m'a raconté est là. J'ai quand même baratiné 107 pages. Il y a 38 835 mots. J'ai enregistré, après j'ai fait retaper à l'ordinateur, j'ai tout revérifié, et après je suis allé dans mon atelier, et j'ai commencé à composer le tableau, c'est-à-dire j'ai tout écrit à la main. Voilà. Donc c'est un pur texte. Ce qu'il a de particulier, vous comprenez, j'ai amené quelques autres exemplaires de ce que je fais depuis 10 ans, c'est qu'on ne peut pas le lire. Il est devenu lisible. Pourquoi il est devenu lisible? La raison pratique toute simple, c'est que pour faire tenir toute une vie sur un tableau, soit vous l'écrivez en minuscule et ça l'intelligence artificielle pourrait très bien le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être reproduit mécaniquement. Soit vous faites autre chose, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire je commence à écrire, et je réécris, et je réécris, et il y a 50 strates d'écriture qui fait que le tableau se spirale dans sa propre illisibilité au fur et à mesure que je l'écris.
J'ai C'est pas- pas essayé de relire parce On peut que pas relire. je le découvre comme vous. Hein. Il est arrivé On ne ce peut matin. pas le relire. Ce qui est- là, c'est Vous quelque connaissez chose. par cœur. Vous connaissez par cœur, c'est Pas votre sûr, style, parce votre que là, récit. je me suis Il a le texte. je me suis un peu relu tout à l'heure et je m'étonne encore de ce que je raconte. Quoi. Il a le texte officiel imprimé à un seul exemplaire. À chaque fois que je fais un portrait d'âme, j'imprime aussi et j'offre avec le tableau. L'idée, c'est que, si vous voulez, l'idée première, c'est que si on peut lire un tableau ou un texte quelconque, on ne le voit pas. Et si on le voyait, on ne le lirait pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on lit, on a tous appris à lire, c'est un acte important, et chez les Juifs, c'est un acte sacré. Les lettres et les mots qui forment des mots, c'est pareil dans toutes les langues, c'est pareil que ce soit en hébreu ou en français, elles pénètrent dans notre pensée par les yeux et elles prennent un sens qui fait que personne ne se dit, tiens, ce mot, il est écrit avec la lettre E, elle a une petite boucle, tout ça. Au début, oui, quand on a 5 ans, on apprend à écrire, mais après, on ne les voit plus, les lettres, on ne voit même plus les mots. Ils pénètrent dans notre pensée et on les entend aux deux sens, on les entend auditivement et on comprend leur sens. La preuve, c'est qu'un aveugle peut lire. Si vous imprimez en braille un poème de Baudelaire, un aveugle, il ne le verra jamais, il le touche, il est autant imprégné de la grandeur et du génie de Baudelaire que moi qui le lis avec mes yeux. Donc c'est pas avec les yeux que je lis. Et inversement, si je ne peux plus lire ce texte, que moi je fais, ce texte illisible, ou par exemple si vous voyez une calligraphie chinoise ou arabe, qu'on trouve magnifique, mais qu'on ne peut pas lire parce qu'on ne parle pas ni chinois ni arabe, on la voit, mais on ne peut plus la lire. Ça c'est le début, si vous voulez, de la thématique qui m'a amené à faire ce tableau-là, mais ce tableau-là, c'est l'aboutissement. J'ai terminé, il sort de l'atelier il y a 15 jours. C'est l'aboutissement de 35 ans de ma réflexion, qui a commencé par des livres, comme vous l'avez expliqué Philippe, littéraires et philosophiques, sur la question du voir le monde, et comment voir le monde, comment comprendre le monde, et de la manière dont... si vous voulez, le thème, la chose qui m'a hanté toute ma vie depuis que je suis devenu sérieusement écrivain, c'est-à-dire à 20 ans, j'ai décidé d'être écrivain, j'ai terminé mes études après une maîtrise de philo, puis je suis resté chez moi, et puis j'ai écrit, j'ai fait tout ça, écrit, lu évidemment beaucoup. L'idée c'était de questionner, de porter à ébullition le questionnement sur les multiples métamorphoses possibles de ce que j'appelle les jeux de lettres. Et j'écris lettres, L''ETR. Ce sont des jeux de lettres, des jeux avec les lettres, et les jeux de lettres. C'est quelque chose qui m'est venu, je vous raconte des choses, c'est des choses, c'est des choses qui m'est venu, d'ailleurs c'est aussi un exergue. Moi mes exergues, ils me portent chance ou malchance. Bon, alors ça c'est un exergue qui m'a porté chance, c'est un exergue tiré de mon premier livre, que j'ai mis dans mon premier livre, que j'ai publié, j'avais 27 ans, qui est tiré du Zohar. Mon premier livre, c'est un livre sur la pensée juive qui s'appelait à l'époque L'impureté de Dieu. J'ai tiré cette phrase du Zohar, c'est au tout début du Zohar, dans la section Bereshit du Zohar, qui, dans la traduction que j'avais, c'était la traduction de Mopsik à l'époque, dans les années 80, qui m'a fait révéler la pensée juive, parce que le Talmud, le Midrash commençaient à apparaître en français. On avait 50 ans de retard sur les anglo-saxons qui pouvaient tout lire quand ils n'avaient pas appris dans l'original, qui pouvaient tout lire depuis 50 ans déjà. Moi, les années 80, c'est pour ça que je me suis aussi passionné pour la pensée juive, après avoir découvert Lévinas, comme l'a expliqué Philippe, j'ai eu accès au texte du Zohar dans des bonnes traductions, etc., de qualité universitaire. Et ces mots du Zohar disent, 2000 ans avant la création du monde, les lettres étaient encloses, c'est écrit en araméen, c'est l'araméen du Zohar, 13e siècle, par Moïse de Léon. 2000 ans avant la création du monde, les lettres étaient encloses, et Hachem les contemplait et jouait avec elles. Mot à mot. Dieu joue avec les lettres. C'est comme ça que j'ai commencé mon premier livre. C'est-à-dire, je cite cette phrase, et j'expliquais que l'écriture et la création du monde, évidemment, vous savez, dans la mystique juive, c'est une seule et même chose, sont indissociables. Et que dans cette création du monde, en même temps que le monde se crée et éclot, il y a quelque chose qui est la pensée de Dieu de la création, qui, elle, se dissimule, se retire. Comme le Tzimtzum. Exactement. Il faut venir en Israël pour avoir que des spécialistes, donc vous connaissez tout ça par cœur. C'est le principe du Tzimtzum dans la Kabbale, en effet. Donc ce sont des choses qui m'habitent depuis que j'ai 20 ans et qui me parlent à moi en tant qu'écrivain. Alors évidemment, je ne sais plus qui c'est, il me disait, ça fait penser au travail du Sofer. J'y ai pas pensé, mais évidemment, enfin, j'y ai pas pensé. Oui, c'est vous. Voilà. C'est évident que si j'étais pas juif, je ne ferais pas ce genre de tableau, mais j'aurais pas écrit non plus les livres que j'écris. Mais si vous voulez, c'est des choses très profondes et qui m'habitent depuis toujours.
Voilà, ça c'est pour rapport Non, à ça. c'est bien. Est-ce que ce ne serait pas une simplification réussie, justement, ce travail? On peut le dire, hein, au sens, oui, où dans la symbolique, il y a quelque chose qui, en effet, à la fois recouvre le sens et le fait surgir. Oui, bien sûr. Réussi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui fait comprendre. Ça parle aux psychanalystes, d'une certaine manière, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, je crois que c'est Candice et Frère Berger, on s'est rencontrés il y a un an et demi, elle m'a dit, mais finalement, les portraits d'âme, c'est un peu comme une psychanalyse, parce que j'ai expliqué, on s'était rencontrés à Paris, j'ai expliqué tout vous vous souvenez, hein, tout le processus, elle me dit, mais finalement, c'est comme une psychanalyse. Alors je dis d'une certaine manière, sauf que c'est pas douloureux comme une psychanalyse, parce qu'une psychanalyse, il faut souffrir beaucoup pour faire une psychanalyse. Donc voilà. Moi, j'ai pas du tout ressenti comme une psychanalyse, mais c'est vrai que dans une forme de décence où, d'abord, vu mon jeune âge, j'ai pas du tout envie d'écrire ma biographie ni un livre sur ma vie, et j'ai trouvé le format hyper agréable et sympathique. Je suis plus un conteur. Voilà. J'adore raconter des petites histoires qui parlent de ma vie au Maroc, en France, en Israël, des petites choses comme ça. Et là, en relisant, en feuilletant rapidement, je ne l'ai pas relu en entier. Et en plus, de manière plus profonde, ça touche à des sujets sur lesquels je réfléchis depuis 15-20 ans. Moi, j'ai comme référence un livre d'un philosophe qui s'appelle Georges Didier Huberman. On en a il est dans le tableau, si on en a parlé. Voilà, de la survivance des lucioles. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que je me suis posé ce rapport qu'on avait, même en temps. Il y a beaucoup de collectionneurs ici. Le fait de collectionner des images, à quoi ça nous sert, à quoi ça nous amène. Et à un moment donné, je me suis retrouvé pris dans un engrenage où j'avais des images qui étaient accumulées les unes derrière les autres sans intérêt. Et puis il y a un artiste qui est arrivé dans ma vie, j'en parle beaucoup, qui s'appelle Tino Segal, et auquel j'ai cru très vite avant les musées. Bon, maintenant, il est beaucoup collectionné, il est collectionné aussi par les musées de Jérusalem. Avec mon épouse, il y a 2-3 ans, j'ai une œuvre de Tino Segal, je vous dirai une anecdote après, qu'on a offert au musée de Tel Aviv, parce que voilà, on sait qu'il n'aurait pas eu les moyens de se l'offrir. Et donc, une des petites anecdotes que je dois raconter, je ne l'ai pas retrouvée, c'est que je me retrouve... Permets-moi, avant que tu lises un petit passage du tableau, je vous dis juste quelque chose, parce que ça va résonner avec ce qu'il dit. C'est pourquoi il est bleu comme ça. J'en ai fait 4, hein, les tableaux, ils sont tous des physionomies différentes, parce que c'est quelqu'un de très pudique, on commence à se connaître un peu, puisqu'il m'a raconté toute sa vie, et de très posé. Il le dit même dans le tableau à un moment, il dit, moi je suis très calme, je parle lentement, mes enfants se moquent de moi. Et donc j'ai fait un tableau très posé et calme. Celui de mon père, je reviens tout à l'heure, il est beaucoup plus surexcité comme était mon père. Pourquoi tu ris, Exactement. Et donc, et maintenant vous allez comprendre, il va vous lire des passages du tableau. Non, alors je finis avec l'histoire de Tino Segal. Je vais voir, il y a plus de 15 ans, une expo de groupe à Paris, et puis il y a 2 gars qui me sautent dessus et qui me regardent comme ça, ils me disent « This is contemporary ». Puis je vais dans une seconde salle, Nathalie, peut-être que tu as vu l'expo avec moi, mais tu vois de quelle œuvre je parle. Et puis je fais la deuxième salle, les 2 maîtres reviennent, This is contemporary. Au bout de la 3e fois, je leur dis, bon arrêtez, je vais avoir une expo, je vais être tranquille. Il me dit, mais non, mais vous, on vous a repéré, on veut vous parler de l'artiste. Et là, il me parle, et je vous la fais brève, je rentre à la maison, je ne dors pas bien. Le matin, je me réveille, je fouille, Tino Segal, Galerie Yann Motte à Bruxelles, j'appelle mon copain Yann Motte, je lui dis, mais c'est qui Tino Segal? Et il me dit, c'est pour toi. En fait, j'étais tellement obsédé par le désintérêt des images dans la vie artistique, on va dire, parmi beaucoup d'artistes, malheureusement, c'est un autre sujet, que lui, il a dit, moi, je fais des performances sans images, sans certificat, sans aucune preuve, je ne photographie pas mes performances. On est passé du matérialisme à outrance, de la collectionnite, on va dire, depuis 20 ans, à une forme d'art immatériel qui m'a énormément séduit et qui m'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce que je voulais dire, donc mon rapport aux images a énormément changé, le texte bien sûr, parce que j'ai énormément d'œuvres dans la collection où l'image et le texte sont mélangés, mais le lisible, l'illisible, je suis plus dans une tendance, et comme par exemple pour le 7 octobre, vous savez, on a montré beaucoup d'images, surtout nos ennemis jurés,
en ont montré des atroces, et est-ce que nous, je me suis posé la question, est-ce qu'on doit montrer ces images pour le devoir de mémoire? Est-ce qu'on doit montrer des images violentes, fortes et tout pour le... Voilà, je me pose encore la question, je n'ai pas de réponse définitive sur le sujet, mais j'ai compris qu'à travers cette manière qu'il avait de faire cette œuvre finie, c'est 15 ou 20 ans de ma vie de réflexion sur l'art qui sont là, quoi. Mais c'est plus que contemporain, c'est avant-gardiste. Parce qu'il n'y a pas de parodie ni de plagiat. Oui, mais... C'est important. C'est important, mais je peux dire Vous parliez des gens qui vous... En fait, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Voilà. Aujourd'hui, je suis plus dans cette réflexion de ce qui est avant-gardiste ou pas. Je suis plus avec des amitiés. Je suis plus avec des signes. J'ai des signes qui me traversent dans ma collection, dans ma pensée. Et ces signes se relient entre eux. Et s'il n'y a pas de signes, je ne rentre pas dedans. Et ça, c'est un grand signe pour moi. C'est presque aujourd'hui 15 ans de réflexion dans cette œuvre sur ce que moi j'ai pensé pendant 15 ans, sur la notion d'image, de texte, etc. Voilà, alors peut-être que... moi, je ne suis pas ashkénaze, je suis marocain, il y a des Tunisiens ici, donc je vais vous dire des trucs sympathiques plutôt, voilà, des contes, des histoires. Et alors, Stéphane, il nous impose une chose dans le tableau. On est libre de dire tout ce qu'on veut et reproduit, comme vous l'avez compris, ne modifie rien. C'est mot pour mot, comme vous l'avez dit, même quand vous parlez mal le français. Et donc, il veut toujours qu'on démarre. Je m'appelle Philippe Cohen, Ruth qui est là. Merci, Ruth, elle est où, Ruth? Ruth qui est là, elle a fait aussi son portrait. On a tous commencé comme ça. Je m'appelle Philippe Cohen, je suis né le 14 septembre 1958 dans une petite ville au Maroc qui s'appelle Meknès, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, c'était important que j'en parle, je l'ai dit. Et donc je raconte comme ça au fur et à mesure, c'est souvent chronologique mais pas que. Des fois je passe du Maroc, je reviens à la France, je passe beaucoup en Israël. Bon, j'avoue que il y a beaucoup de choses sur le Maroc et Israël là-dedans, il y en a un peu sur la France. Et puis, je raconte surtout, je me suis souvenu, en fait, on se souvient des choses qu'on oublie. Et là, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée pour ma bar mitzvah. Je me suis retrouvé à ma bar mitzvah, dans ce qu'on appelle le grand temple à Casablanca. Je vous lis mot pour mot. Un magnifique temple, pas aussi beau que la Victoire, mais pas loin. Et le matin de ma bar mitzvah à la synagogue, je vois arriver un gamin avec un costume, des fringues, et mon père me présente ce gamin, dont j'ai oublié le nom, et il me dit « Tu vas faire la bar mitzvah avec lui ». Je lui dis « Bon, ok », puis après je l'ai laissé faire, et il me dit « Tu vas te partager l'office, comme ça, comme ça, comme ça ». Ça m'a un peu saoulé, parce que j'avais beaucoup préparé ma bar mitzvah, et en fait il m'a expliqué après la cérémonie que son grand-père et son père lui avaient donné comme grande marque de précède et de bonté d'offrir la bar mitzvah à une famille juive qui n'en avait pas les moyens. Voilà. Donc, la deuxième partie, je voudrais vous faire lire, parce que vous avez vu, on ne distingue rien sauf ce point-virgule qui est planté au milieu et en jaune. Jaune, c'est la couleur de mon frère. Mais Doré, c'est du doré. Doré. Albert, je parle beaucoup de toi dans le livre. J'ai remarqué. Je te le lirai. Il est là au milieu. Ah, bonjour, oui, c'est vous. C'est vrai qu'il parle de ça. Alors, je vous raconte l'histoire du point-virgule et ça a un rapport avec les copains dentistes. Parce que, je n'ai pas le temps de le raconter, mais en fait, j'ai fait mes études dentaires pour faire ma alia. Je ne sais pas si vous réalisez. Et donc, j'ai fait ma alia que bien plus d'années après. Pourquoi? Parce que j'avais un copain dentiste, Gérard Zweck, peut-être que tu t'en souviens, qui avait fait dentaire pour faire son alia, parce qu'il n'y avait pas de cette dentiste en Israël. Et bon, alors moi j'ai eu des alias ratés, parce que bon, j'ai pas pu faire mon alia une fois, deux fois, trois fois. Cette fois-ci, ça a été la bonne, donc j'ai fait dentaire pour faire mon alia. J'avais trouvé peut-être une voie, ma voie, je sais pas, puisqu'aujourd'hui encore je suis dedans, même si je pratique plus, je le fais autrement. Un peu de la même manière que ma vie s'est faite, avec toujours beaucoup de précision. Je suis très fier d'avoir ces deux vies, donc là, voilà, qui se complètent et qui sont totalement opposées. J'ai dit souvent dans des interviews, dans des journaux, que si j'avais pas eu l'art dans ma vie, je serais un mec hyper emmerdant pour les gens,
Par exemple, au bureau, j'ai mon ex-assistante qui est partie au bout de 6 ans de bons et loyaux services, qui est venue et me dit « Tiens, j'ai un cadeau pour vous ». Et elle m'amène une casquette où elle a fait graver point, virgule. Et donc au bureau, on m'appelle, vous avez compris, au bureau, on m'appelle point, virgule. Parce que quand on envoie un texte, un BAT, je regarde le point, la virgule, le truc, je suis minutieux et précis. J'ai fait mes études comme ça, j'ai exercé comme ça, au point que ça même nuit en termes de business, parce que quand tu es trop pointilleux, trop précis, tu ne gagnes pas autant que le copain d'en face qui est un peu moins regardant. Ça ne veut pas dire qu'il travaille mal, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est vous avez l'histoire du coronavirus. Bon, ben écoutez, si vous avez en tout cas... Oui, non. mais je voudrais juste revenir un petit peu sur le sens de ça, mais on peut montrer l'autre. Mais... Ouais, on va faire après, on va se balader. Oui. On a bientôt fini, on va vous laisser aussi poser des questions. Je voudrais juste rajouter deux, trois petites choses importantes sur le sens même de tout ça. Si vous voulez, ce tableau, ce portrait d'âme, cette série, pourquoi j'y tiens tellement, parce que c'est cette série qui débute, hein, c'est vraiment le tout début, c'est l'aboutissement de 35 années de travail pour moi, parce que je ne fais pas de différence entre ce que j'ai écrit comme ma pensée dans mes livres et les tableaux, comme que ces tableaux parlent de moi, j'en ai fait beaucoup sur moi aussi, où j'ai repris des souvenirs à moi, et maintenant sur les gens qui me confient leur vie, etc., ou qui me confient des souvenirs de leur vie. C'est une réflexion sur la manière dont, je disais tout à l'heure, c'est une méditation sur les diverses manières des jeux de l'être au sens avec un E majuscule, c'est-à-dire les diverses manières dont, selon moi, l'image avec un I majuscule, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'image, c'est pour ça que je fais des portraits de mots et pas des portraits du corps, c'est pour ça que j'appelle ça des portraits d'âme, même si l'âme et le corps sont liés, évidemment. C'est quelque chose. Le monde des images, si vous voulez, le monde technique des images, est en train de tuer le monde des mots. C'est pas nouveau, hein, c'est quelque chose, moi je m'en suis aperçu, je vous l'ai dit, je suis né en 63, j'ai commencé à le comprendre quand j'ai vu arriver les premiers ordinateurs, les premiers trucs. Moi je suis d'une génération, j'ai appris à écrire, je suis né en 63, donc je suis quasiment la dernière génération qui a appris à écrire avec de l'encre, un encrier, un buvard, des pâtés, etc., que je retrouve maintenant dans ma pratique. Après, la génération d'après, donc quasiment les enfants qui sont en 64, qu'on apprend à écrire vers 5 ans en France, ils ont appris avec les premiers bics. C'était fini. Ils n'avaient plus le même rapport à l'écriture. Bon, je ne refais pas j'ai fait ça dans d'autres présentations de portraits, l'importance de la plume, de l'encre, tout ça, pour tous les écrivains, de Baudelaire à Kafka, c'est des choses qui ont été essentielles. Mais c'est des choses qui me parlaient beaucoup, qui m'ont toujours beaucoup parlé. L'important, si vous voulez, c'est que ça, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est pourquoi que cette série, j'y tiens tellement, et pourquoi elle est, à sa manière, révolutionnaire dans la longue histoire de l'art du portrait. C'est qu'on n'est pas à n'importe quel moment du monde, et vous allez voir que ce n'est pas sans rapport avec le spectateur, d'ailleurs, on est au moment où, pas seulement les ordinateurs, pas seulement la cybernétique, pas seulement le monde des images, le monde technique des images, pas seulement l'intelligence artificielle, parce que ça va signifier pour l'homme, pour l'humain, c'est pas rien. Il y a des tas de gens qui essayent de réfléchir et qui commencent à avoir les chocottes. Beaucoup de gens commencent à avoir les chocottes sur ce que l'IA va faire de nous. L'idée, c'est que ce qu'il y a, vous savez, si vous connaissez un petit peu la pensée de Lévinas, ce qu'il y a de plus précieux et de plus intime pour chaque être humain, c'est notre visage. Vous savez que Lévinas, il a déployé toute une philosophie du visage comme rapport à l'autre, etc. Le visage, c'est des choses auxquelles j'ai réfléchi depuis très longtemps, donc je donne juste le résultat de mes méditations là-dessus. C'est ce qui en nous est une trouée, c'est la seule partie de notre corps qu'on ne voit pas. On la voit que si on se regarde dans un miroir. Si on se regarde dans un miroir, on se voit soi-même, on se contemple, mais on ne voit plus le monde. C'est pour ça que dans le mythe de Narcisse, qui est le premier homme à découvrir son image en se penchant dans l'eau, ça c'est chez les Grecs, hein, c'est pas chez les Juifs, il se noie. Il est happé par son propre reflet, le reflet de son propre visage, parce qu'il a vu son visage. Là, je vous parle, moi, c'est un trou. C'est une trouée de luminosité qui fait que je vois tous vos visages à vous. C'est pour ça que Lévinas dit que le visage, c'est l'essence même de l'altérité. On voit le visage d'autrui, mais on ne voit pas son propre visage. Cette trouée qui permet d'observer le monde et de comprendre et de penser le monde, c'est quelque chose qui est en train d'être aujourd'hui profondément attaqué. Par exemple,
par quelque chose qui nous paraît tous anodin et qu'on pratique tous en permanence, et les jeunes encore plus, mais même moi qui suis un adolescent attardé, c'est le selfie. La question du selfie, c'est quelque chose qui est, du point de vue de la civilisationnel, qui est une catastrophe, un cataclysme. Pourquoi? Parce qu'on est en train de perdre le rapport que l'on a soi-même avec ce que l'on a de plus intime, à savoir son corps ou son visage, principalement son visage. Et l'idée, vous savez que c'est quelque chose de très juif, c'est pour ça que moi il n'y a aucune image dans mes tableaux, et c'est pour ça que j'ai voulu que ce soit la parole de quelqu'un qui définisse et qui trace son portrait, parce qu'on en a terminé avec les portraits classiques, qui commencent avec, disons, les portraits du Fayoum en Égypte, où on mettait qui représentait l'âme de la personne. Vous connaissez ces magnifiques portraits du Fayoum avec des gens très réalistes, tu vois ce que c'est, les portraits du Fayoum. On les mettait dans les tombes, et ça partait avec les tombes. L'idée que l'âme, si vous voulez, et la représentation de l'âme sont liées, c'est quelque chose vieux comme le monde. Chez les Juifs, l'âme, comme le corps d'ailleurs, il est tramé de lettres. Vous savez, dans les écrits kabbalistiques, dans les écrits lamistiques, il n'y a que des lettres. Quand je dis les jeux de lettres et l'apostrophe, ce sont les jeux des lettres, les lettres de l'alphabet hébraïque évidemment, qui ont une vertu chamanique ou mystique. C'est pour ça que le sofer, c'est pour ça que dans la synagogue, c'est la boutade que j'avais dit à mon ami catholique, bon, c'est pas très gentil de ma part, mais c'est pour ça que jamais on présentera, comme dans les églises, par ailleurs, un livre imprimé, une Bible imprimée. On peut lire, si on veut lire la Bible, mais ce qu'on présente à la Torah, c'est un rouleau écrit à la main, de manière extrêmement minutieuse et extrêmement scrupuleuse, par quelqu'un de très saint, sadique, il faut qu'il ait une âme très pure, etc. La question du selfie, si vous voulez, c'est quelque chose qui est en train d'occulter et de bétonner ce rapport que l'on a à notre propre intimité. Et pourquoi c'est très grave? Parce que, comme vous le savez, dans le judaïsme, les visages, c'est un pluriel déjà, panim, on ne dit pas un visage, personne n'a un seul visage, qu'on pourrait figer en une représentation justement. Les visages, ce sont aussi les visages de la Torah. C'est aussi pnim, l'intérieur. Exactement, c'est l'intérieur, exactement. Panim et pnim, exactement. Et il y a un texte du Zohar, je crois que c'est aussi dans le Zohar, qui dit qu'il y a 70 visages de la Torah. C'est-à-dire, on interprète les 70 manières de lire la Torah. Écoutez, c'est extraordinaire parce qu'il y a 2 jours, je découvrais par hasard l'existence d'un peintre qui est un peu mon antipode, au sens où il dit la même chose que moi, mais il le fait d'une autre manière. C'est Gideon Rubin, qui est un peintre très connu, qui fait des portraits depuis le... Alors lui, c'est pas le 7 octobre, c'est depuis le 11 septembre. Il se met des portraits figuratifs très classiques, des silhouettes, et il efface les visages. Il efface les visages. Il considère que quelque chose a été... Il y a eu un attentat contre le visage de l'homme. Pour lui, c'est le 11 septembre. Et pour moi, c'est aussi le 7 octobre. Alors, on en parlait tout à l'heure, vous voyez, on est filmé en permanence. Le 7 octobre, le maléfice de l'image, on l'a tous vu de près, à savoir que les barbares qui ont massacré des Juifs en criant Allahu Akbar et en invoquant leur Dieu, ils l'ont fait en se filmant, abondamment et de manière jouissive et de manière atroce. On l'a vu, la nocivité des images. Tous les Juifs du monde, nous, vous savez qu'on ne représente jamais un cadavre, etc. Les seuls cadavres de Juifs qui étaient représentés depuis 50 ans, c'était la sortie des camps. Et ce n'est pas nous qui les avons filmés, ce n'est pas des Juifs qui ont pris les photos. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est que depuis le 7 octobre, à savoir le 8 octobre, on a tous vu ce que c'est que la nocivité des images dans le monde, et qui fait qu'aujourd'hui, on est si malmenés en tant que Juifs et en tant qu'Israéliens. C'est-à-dire que Internet a été inondé d'images de destruction d'immeubles, et pour eux, c'est devenu une équivalence avec Auschwitz. Les images concrètes qu'on a vues, c'est des immeubles bombardés par salles, évidemment, parce que vous savez pourquoi, il fallait atteindre des tunnels, etc. On avait dit aux mecs quand même, on les avait prévus d'aller, on leur avait fait, on connaissait toute l'histoire de 7 octobre et de ce qui se passe depuis. C'est-à-dire que l'armée israélienne est la seule armée au monde de génocidaires qui dit aux génocidaires, allez-vous-en, on va vous génocider. Vous voyez, ça tient pas, ces 10 jours. Mais ça a fait un mal profond aux Juifs, au peuple juif et à Israël, parce qu'ils ont avec eux le monde des images. Ils ont avec eux le monde mensonger des images. Une image, vous pouvez l'interpréter dans un sens ou dans un autre, mais elle est figée. Elle est dogmatique. C'est un négatif en noir et blanc. Il y a des centaines de philosophes qui ont parlé là-dessus. D'ailleurs, Didier Huberman en parlait. Godard n'a fait que ça, comme par hasard. Pour Godard, vous voyez, il est dans le monde du cinéma, il est dans le monde de l'image. Donc pour lui, juif, musulman, le musulman de souche, si vous connaissez un peu les théories de Godard là-dessus. Donc vous voyez, pour moi, c'est très important parce que je suis en train d'essayer de lutter de toutes mes forces contre ce maléfice-là. C'est pas seulement le maléfice des écrans, etc. Bon, on a tous des gosses. Moi, j'ai
fille de 16 ans et demi qui est toute la journée sur TikTok, tout ça, on voit le mal que font les écrans à l'âme même, à l'homme et à l'âme et aux humains. Mais c'est que c'est pas un hasard si en français le même mot écran désigne à la fois une surface sur laquelle scintille quelque chose qui est censé nous représenter le monde, et en français, dans la langue française, et en même temps quelque chose qui nous barre l'accès au monde. Les écrans font écran au monde. Et quand je dis le monde des écrans, c'est pas seulement les écrans matériels, c'est que tout ce qui est de l'ordre de l'image au sens de l'image techniquement reproductible, mais aussi de l'image au sens de ce qui est figé dans la manière, dans cette ouverture du visage sur le monde, ça c'est quelque chose qui est profondément vociférateur contre le monde juif, le monde de la vie juive. Vous le savez, dans la Bible, c'est pas un hasard si, par exemple, c'est dans Coëlette, je crois, dans l'Ecclésiaste, 2.14, j'ai vérifié aujourd'hui, donc je peux frimer, Coëlette 2.14, le sage a ses yeux dans sa tête. Chachav, Einav, Barosho. Il est là, mon cousin Rapin? Il est encore là, Yannick, ou pas? Non. Il est parti. Vous voyez, c'est pas un hasard tout ça. Pourquoi on dit le sage a les yeux dans sa tête? Parce que précisément, on est en train de parler de la prudence. Mes portraits d'âme, qui sont vraiment l'aboutissement de toute cette réflexion Chermine, que je vous dis que je mène depuis 35 ans, c'est ça. Et mon rêve, si vous voulez, c'est vraiment que, parce que je sais que c'est une effraction dans l'histoire de l'art du portrait, ces trucs-là. Ce ne serait pas moi qui l'aurais fait, je le dirais aussi. C'est une véritable effraction dans la longue histoire de l'art du portrait, qui a connu l'effraction de la photographie, de la daguerreotype, Andy Warhol, etc. Il y a toute une longue histoire comme ça du portrait. Ça, c'est une nouvelle effraction, bon, que j'ai trouvée, c'est comme ça, parce que je sens et je sais, si vous voulez, que c'est quelque chose qui a en soi l'énergie de résister au déferlement de l'intelligence artificielle, des images, tout ça, qui va ravager le monde de l'art. Un artiste que doit connaître Philippe, une artiste, qui s'appelle Sidney Sherman. Oui. Elle a joué sur son visage. Parle plus fort. Ah oui, en se déguisant, etc. Oui, oui. Son œuvre est liée à son visage. Oui, tout à fait, tout à fait. Et son corps. Qui est changeant. Exactement, tout à fait. Voilà, celui qui arrive, là, c'est le donc c'était juste pour vous dire... Mais pour continuer, il y a... Parce qu'il aime beaucoup, on a beaucoup d'artistes en commun. La première photo de Louise Loller de 1900, Nathalie, je ne vais pas faire d'erreur, 1981. Dessus. Non, c'était avant? Non, je crois pas. La première photo, c'est une toute petite photo, l'artiste fait des photos incroyables. Elle démarre sa vie d'artiste avec une photo qui s'appelle Why Pictures Now. Donc elle pose déjà la question et elle développe ce sujet sur l'importance de l'intérêt ou le non-intérêt des images aujourd'hui. Est-ce que... Alors, moi je croyais qu'on allait faire un truc hyper arty, hyper cool, c'est un peu... Voilà, c'est bien, moi je suis hyper content parce que personnellement c'est la partie que je ne connaissais pas bien de lui. On n'a jamais eu vraiment le temps d'en parler. Je la découvre et je suis fier d'être ton ami. Voilà. Je suis très fier d'être ton ami. Et vraiment, je suis content d'avoir vu tout de suite juste. Donc c'est exactement, moi en tout cas, c'est ce portrait me convient intellectuellement, c'est mon âme. Et puis comme je veux pas que tout le monde la découvre, ben, vous ne pourrez pas comprendre ce qu'il y a écrit, ni lire mon livre. Donc, mais je suis prêt à vous raconter des trucs si vous voulez. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va essayer de concentrer s'il y a plus des questions sur le travail des portraits d'âme. Michael. C'est quoi le médium? Alors, c'était beaucoup d'encre, de l'acrylique, de l'encre, il y a j'en ai fait beaucoup de pastels, beaucoup de cuisins. Alors celui-là, c'est 7 octobre. Ces deux textes dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vais parler un moment, c'est-à-dire la manière dont j'étais effaré par le 7 octobre parce que j'avais écrit un roman qui décrivait d'une certaine manière ce massacre-là, ce type de massacre, et que le titre de ma postface à mon roman, donc je ne vous ai pas tout à l'heure, c'était « Tout ce qui ne traite pas de la destruction et distraction ». Dans le monde d'aujourd'hui, pour moi, écrire un roman, c'est pas vouloir distraire le monde. Ma conception à moi du romanesque, c'était ça, c'est traiter de la destruction du monde. C'est-à-dire, par exemple, de faire un roman sur Nadine, vous voyez ce que je veux dire. Ça rigole pas, ça.
Ça peut être un roman très comique, j'ai fait des romans très comiques, des romans très comiques, mais ça rigole pas. Même un roman comique, ça rigole. Alors, de manière plus technique aussi, Stéphane nous laisse le choix de la couleur principale. Oui, pas pour ces deux, voilà. Chacun, oui, pour les portraits d'âme, chacun me demande sa couleur. Il faudrait peut-être commencer par le 27 octobre, c'est le plus récent, celui de mon père. Alors, je vous montre juste comme ça rapidement. Oui, c'est du papier à 300 grammes, un très beau papier. C'était des moulins à Peut-être papier. Stéphane, on pourra le voir après. Ben, il faut le On dérouler. va laisser des questions. Tu avais une question à poser? Parce que je rebondis sur le mot écran. Ce que vous faites ici, c'est à la fois des superpositions, mais vous laissez la transparence, c'est-à-dire la lumière venir de l'intérieur, comme on dit, de l'âme. La lumière vient de l'âme, l'âme par les yeux. Donc je trouve que c'est l'idée de transparence, malgré le fait qu'il y a des dizaines de... Combien de mots? Il y a combien de mots dans mon portrait? Dans le tien, 38 000. Alors, 38 000 ce que vous dites, pour répondre à ce que vous dites, c'est très intéressant, c'est qu'en effet, ce qu'on voit, c'est que l'écriture se dissimule. On le sait, parce que je vous l'explique. Il y a tous les mots, ils sont, tout ce qu'il nous a raconté, tout ce qu'il nous a lu, sont dans le tableau. Et c'est pour ça qu'il parle de son frère, de son grand frère à un moment, il est dans le tableau. Des fois, les mots en arabe, il ne comprenait pas, il Je m'appelait. me demandais comment tu les écris, etc. Mais si vous voulez, l'idée, c'est que... Il y a quand même un rapport très érotique avec le verre et le cachet. Oui, aussi. Mais c'est pas ta représentation non plus. C'est un autre érotique. Je pourrais... n'importe quel texte est susceptible de devenir un tableau pour moi. Je ne fonctionne plus avec les yeux. J'essaye d'avoir les yeux dans ma tête. Donc vous me donnez des mots, j'en fais un tableau. J'ai fait une nouvelle de Borges qui s'appelle L'Aleph, que j'ai faite, mon galeriste à Paris avec une exposition qui s'appelait Aleph. C'est lui qui m'a dit je vais l'appeler Aleph. Bon, c'est comme ça, il n'est pas juste. Et donc j'ai pensé à écrire cette petite nouvelle de 15 pages, L'Aleph de Borges, j'en ai fait un tableau. On raconte sa vie, j'en ai fait un tableau. J'ai fait des tableaux, vous les verrez, j'en ai amené quelques-uns, de ma propre vie. C'est-à-dire j'avais écrit mes mémoires, j'ai écrit des chapitres, chaque chapitre est devenu un tableau. Pareil, l'écriture se retrouve. Et je voulais dire quelque chose à propos de ça, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais voilà. Par rapport à la transparence, c'était quoi votre question par rapport à la... Non, c'était justement, vous avez parlé de l'écran qui bloque, alors que vous mettez, malgré qu'il y ait des couches sans fin, il y a la transparence. On ne peut pas voir, mais on voit qu'on ne peut pas voir. Exactement. On voit qu'on ne peut pas lire, on le voit, mais on ne peut pas le lire. Et on voit qu'on ne peut pas lire, on sait qu'on ne peut pas lire. Oui, l'idée, c'est tout simple, c'est la tsniout suprême, si vous voulez, ce qu'il y a de plus pudique en soi, c'est précisément notre âme. Et c'est quoi notre âme? On l'exprime, elle est là, elle nous anime au sens propre, elle anime notre corps. Pour moi, c'est la définition que je donne, qui est à la fois juive et pas seulement. Ce sont les mots que l'on peut faire surgir lorsqu'on raconte sa vie, ou lorsqu'on parle. La parole parle, vous voyez. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Est-ce que tu limites le nombre de mots? oui, Tu limites le nombre de mots? je le sais parce que j'ai retape à l'ordinateur, je suis obligé. Tu limites. Est-ce que tu limites? Aucune, non. Alors là, non. Non, en fait, c'est limité parce que moi, j'en pouvais plus. Non, C'est des séances de 3 heures de Zoom. Ce que ça modifie, c'est que comme lui, il m'a raconté toute sa vie, j'ai fait un grand tableau et ça donne cet aspect de dentelle de mots. S'il m'avait raconté juste, par exemple, sa passion de l'art et sa collection, j'aurais pris un plus petit modèle, ça aurait duré un peu moins de temps, il y aurait eu moins de mots, et donc j'aurais fait en sorte que la dentelle de mots, elle apparaisse parce que le tableau serait plus petit. Donc c'est ça mon seul souci, c'est technique, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de mots, voilà, pour avoir. Et celui du 7 octobre, il y a moins de mots, puisque c'est une postface de 10 pages, et vous voyez qu'il est plus aéré, quoi. En s'écoutant et en se relisant, on ne dit jamais assez, quoi. J'ai sûr que j'ai oublié de dire plein de trucs importants, mais je referai peut-être un second portrait d'âme. Ici, moi, je me rappelle d'un artiste, Nathalie, comment il s'appelle? Celui qui faisait les pages de dictionnaire avec les fautes d'orthographe, pour ne pas reprendre, il y avait des annexes qui s'adjoignaient, en fait. Et donc, pourquoi avoir... Gilles Barbier. Gilles Barbier, bravo. C'est très connu, c'était un copain. On est toujours on revient encore sur l'écriture. Hein. Alors, c'était un ami que j'ai beaucoup fréquenté quand j'ai vécu à Marseille. Il a mal terminé après le 7 octobre, donc je préfère pas... C'est terrible. Comme beaucoup. J'ai bien fait. Je viens de retrouver ce que je voulais dire. Je termine avec ça, à propos de ce que vous disiez. Gideon Rubin, il a fait j'ai découvert ça il y a 2 jours, il a fait aussi
une représentation du livre Mein Kampf qu'il a noirci, dont il a noirci tous les mots. Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau. J'ai découvert ça il y a 2 jours sur son site internet. Donc il a fait des gens sans visage. Là, je vous dis, c'est un peu mon antipode, c'est-à-dire il fait l'autre face de ce que je fais. Mais il a décidé de noircir, de faire comme la censure militaire. Il a noirci tous les mots au feu. Et il montre un livre illisible. Et c'est tout le contraire de ce que je fais, moi. Il fait la même chose, à part qu'il reste dans le figuratif et pas dans une abstraction. Alors, il est dans le figuratif. Mais ce serait intéressant d'avoir la Je ne dis pas que ça n'a pas de valeur ce qu'il fait, je dis que c'est l'inverse de ce que je fais. C'est-à-dire que moi, C'est je fais l'inverse d'un en point sorte... de vue pictural. Oui, mais pas dans le... Et puis surtout, moi, c'est pas Mein Kampf, je ne mettrai pas Mein Kampf en tableau. Donc lui, pour mettre Mein Kampf en tableau, il a besoin de faire qu'on ne puisse plus lire Mein Kampf. Et donc il montre le fait qu'on ne peut plus lire Mein Kampf. Alors que moi, je montre, non pas qu'on ne peut plus lire le texte, mais c'est que le texte se retire pour qu'on puisse le voir et qu'il protège son propre secret, sa propre sacralité. Parce que c'est la vie intime de quelqu'un qui me raconte et que tout texte, toute parole est sacrée. Viviane. Quand vous venez de parler de valeur, parce que je ne connaissais pas du tout votre œuvre avant d'avoir reçu l'invitation de la fille qui a affiché ça il y a quelques jours. Et quand je découvre ce que vous nous avez dit depuis une petite demi-heure, je ne sais pas si les gens ici vont aimer ou pas aimer ce que vous faites, si ça va avoir de la valeur ou pas de valeur. Et déjà, à mes yeux, ça a beaucoup de valeur, parce que je trouve que votre œuvre est chargée. Et comme on a reconnu, un objet est bon s'il est chargé. Et c'est déjà sa valeur. Vous voulez dire chargé au fond de aimanté d'énergie? Non, la tête bien remplie, c'est ça? Magnétique, là, vous Il est voulez dire? chargé, on a reconnu, il est chargé, c'est-à-dire qu'il a été utilisé pour un sacrifice, il a été utilisé pour quelque chose, il est chargé de la valeur de l'artiste nous a donné, c'est-à-dire les femmes avec les maternités, c'est des objets de guerre, il est chargé. Et je considère que votre œuvre est chargée. Merci beaucoup, c'est un grand compliment, je prends comme un grand compliment. Vous savez, ça me fait penser au tout début d'un texte, d'un film, pardon, qui est aussi un texte merveilleux, qui s'appelle Les statues meurent aussi, de Alain Resnais. Et le texte est je ne sais plus de qui est le texte. Alain Resnais, c'est lui qui a fait Nuit et brouillard également. Et ça, le film commence comme ça, où il dit on a cru pendant longtemps que les statues nègres, de l'art nègre, étaient des dieux et des divinités. Il dit ce ne sont pas des dieux, ce sont des prières. Je ne sais pas si vous connaissez Les statues meurent aussi, qui est un film merveilleux sur le colonialisme de l'Afrique. Alors c'est bien, on a dans l'Assemblée des amateurs, on a des collectionneurs, on a aussi un éminent psychologue. Donc je vais d'abord... tu voulais continuer? Vas-y, finis. Tout ce qu'on a vu, c'est 30 000 mots, 20 000 mots, 15 000 mots. Est-ce que vous avez fait des œuvres avec très très peu de mots, c'est-à-dire quelque chose d'assez minimal? On en verra. J'ai fait ce que j'appelle des paraphes, c'est-à-dire je prends le nom et le prénom de quelqu'un, j'ai fait pour toute ma famille, j'ai fait pour mes amis, et j'en ai amené à Jocelyne, j'en ai offert un à Jocelyne et à Claude tout à l'heure, donc ils peuvent vous les montrer. Je prends le prénom et le nom et j'en fais un jaillissement, une sorte de fleur de mots avec Claude, montre-nous ton portrait, toi. Allez là, on va chercher ton portrait. Daniel Milman, quelle question tu nous poses? Comment se fait-il que dans le tableau de Philippe apparaisse une forme de séquence? Quand on le voit là... Alors la régularité des livrets... Est-ce que ça serait que vous avez fait surgir un code Non. inconscient, secret? Non. C'est précisément, ça j'avais expliqué aussi à propos du tableau de Ruth, tu t'en souviens Ruth, c'est qu'il faut pas qu'il y ait dans le tableau quoi que ce soit qui ait le moindre sens. Par exemple, je ne pourrais pas faire un tableau, j'ai déjà fait des choses avant les portraits d'âme, où il y avait par exemple, j'ai fait des textes, j'en ai amené un là, en forme de Magen David, où je racontais une anecdote de ma mère qui m'avait reçu parce que je reparlais de la chose, ou les calligrammes d'Apollinaire. Là non, voilà, ça c'est un paraphe, c'est le paraphe de Claude. Voilà. Vous voyez, c'est juste son prénom et son nom, qui sont, les lettres se recouvrent. Et ça devient, donc pour répondre, Viviane, pour répondre à votre question, c'est vous. Nathalie Cohen, maman Cohen. Et donc, je ne sais plus ce que j'ai été en train de dire. Le rythme, la séquence. Oui, la séquence, pardon, oui. Et donc, il n'y a pas de séquence parce qu'il n'y a pas de code.
Par exemple, je ne pourrais pas faire un portrait d'âme qui représente le yin et le yang. C'est faisable, c'est très facile à faire. Je peux faire un cercle, j'ai fait des astérix. Celui de Ruth, il a une grande astérisque dorée, parce que ça n'a pas de sens astérisque. Je peux faire de la ponctuation, mais je ne peux rien faire qui dise, tiens, ça me rappelle quelque chose, ou je peux l'interpréter en tant que dessin. Ce sont des tableaux qui sont, d'une certaine manière, pour les astérisques, ininterprétables. C'est les deux faces. Exactement comme un tableau d'art primitif. Hein. S'il interprète, c'est vous interprétez vous-même. C'est votre âme à vous qui se met en résonance avec le tableau et qui se met à parler d'un... Pardon, excusez-moi. En fin de compte, ce que vous nous restituez, c'est les deux faces du souvenir écran. C'est-à-dire ce qui est décodé et réencodé. Oui, sauf qu'il n'est pas... Parce que c'est inaccessible. C'est inaccessible à celui qui le regarde. Il n'y a que celui dont ça parle, celui qui s'est prêté au jeu de la rencontre et d'en donner quelque chose de sa biographie et de son histoire, qui lui peut en effet. Et toi. C'est-à-dire à cette fonction du psychanalyste. C'est-à-dire que tu occupes cette place-là temporairement, le temps de la rencontre et le temps des enregistrements. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis parce que... Mais c'est réencodé. C'est-à-dire que pour moi, je ne vois pas la différence entre cet artiste dont tu parlais tout à l'heure, c'est ce peintre, qui efface les visages, car tu réeffaces. Non, il est C'est un- pas. Mais c'est c'est pas accessible. C'est très intéressant. C'est pas accessible. Non, c'est expliqué. Je note que c'est pas accessible, c'est-à-dire que le visage C'est pas parce qu'il n'est pas accessible que je l'ai effacé. l'information disparaît. Je l'ai raturé, au sens où l'écriture à la main, tu écris et tu ratures le mot, mais si tu ne l'avais pas raturé, le nouveau mot, il n'existerait Bien pas. évidemment, mais c'est pas la même chose. inaccessible. À l'ordinateur, on efface un mot, on ne peut pas raturer. Si Proust n'avait pas raturé le planifie de la recherche, ce ne serait pas la recherche. Mais illisible. C'est illisible. Oui, mais il a été écrit. Et bien sûr. Donc il est illisible à la fin du processus et il redevient inconscient. Donc Il y a ça. le point commun, c'est que Non, mais ça, c'est un voilà, secret. lui, il a le Oui, bah, bien mais c'est évidemment. pas un effacement. Ton patient a l'équilibre. Mon patient, c'est pas Non, non. Si, parce que tu l'interprètes dans l'exercice de la patience, effectivement, du jeu de patience auquel vous demandez. Mais par exemple, je parle aussi, je pose des questions. Oui, bah, bien évidemment. Mais c'est ni de l'ordre du souvenir qui prend ni de l'ordre de l'effacement. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis, mais pas en te... C'est pas une critique, hein, c'est pour dire que quand j'y réfléchis, je savais que c'était pas toute la famille est tigriste, je mets bien ça. C'est pas de l'ordre de la C'est pas pour te contredire, mais c'est pour... C'est pas de l'ordre de l'amnésie, c'est une analyse au sens où des souvenirs lui reviennent pendant que tu en parles. J'arrive pas en place. C'est pas pour te contredire, mais c'est pour prolonger cette discussion. Quand j'ai commencé ces portraits d'âme, je pensais que ça intéressait que moi. Mais au fur et à mesure que les enfants captaient les interviews, que Stéphane me disait le livre est prêt, je voyais Emma, puis ma fille, puis Nathan, mes enfants me dire ah non mais attends mais moi je veux absolument lire et tout. Et en fait, je leur ai dit mais attendez, je sais même pas, vraiment je me souviens plus de ce que j'ai raconté dans ce truc-là quoi. Donc c'est intime, c'est sûr, mais c'est aussi sur la vie des autres quoi. On raconte tellement de trucs, alors évidemment l'idée même c'est de ne pas le dire, de ne pas voir, et je ne sais pas encore si les enfants et Emma, mon épouse, je vais le laisser dire ça parce que je ne sais pas trop ce que j'ai raconté. Nathalie me posait une question depuis très longtemps. Alors on prend et c'est une conversation privée là-bas. Donc il y a une question, j'arrête, mais il faut qu'ils arrêtent.
dans quelques instants, S'il vous plaît, s'il vous plaît. il a juste une réponse à faire. On va essayer de faire. J'y tiens parce que ça, c'est l'histoire de l'âme de mon père. Il va rester ici en Israël. Ça, c'est la même chose, le même concept, avec d'autres couleurs différentes. On discutera après parce qu'il veut qu'on... Merci beaucoup, merci à tous. C'est la décoration, mais qu'à la base, c'est ce qu'il appelait les séquences.